Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast. Aujourd'hui c'est un épisode spécial, je vais vous emmener dans le passé. On va retourner aux Jeux paralympiques de Paris 2024 puisque j'ai avec moi Antoine Pro, médaillé de bronze sur le 1500 mètres en athlétisme dans la catégorie T46. Puis plus récemment, il a été vice-champion du monde 1500 mètres en 2025. Pour commencer, bonjour Antoine et bienvenue sur Radio Laser. Vous voilà aujourd'hui bientôt 2 ans après ces Jeux paralympiques. Est-ce que vous y repensez encore à ces Jeux magnifiques ? Bonjour, merci de m'accueillir. Ouais, c'est sûr que c'est un moment qui a été tellement marquant que moi j'y pense assez régulièrement. À chaque fois quasiment que je monte à Paris, que ce soit pour faire des interventions avec des partenaires ou même voir mes amis que je me suis fait pendant les Jeux, forcément ça me rappelle cette magnifique période et forcément ça fait toujours plaisir de se rappeler ces bons souvenirs et c'est souvent un sujet aussi qui revient un peu moins régulièrement à la maison, mais voilà, ça a quand même marqué ma famille, mes amis aussi, donc à chaque fois, c'est toujours cool d'en parler et de se rappeler tous ces bons souvenirs, cette dernière ligne droite, cette médaille, voilà, et tout ce que j'ai vécu aussi à côté, au-delà de la compétition, il y a eu énormément d'apprentissage sur que ce soit en moi perso ou le moi sportif, et du coup, c'était vraiment une super période. Après cette médaille et ces Jeux à domicile, est-ce que les personnes vous reconnaissent encore plus dans la rue et y a-t-il eu des changements ? C'est vrai qu'on va dire que j'ai eu je suis une micro-star dans ma ville, mais c'est vraiment un tout petit peu, voilà, les gens, des fois, c'est très concentré, ils me reconnaissent, ils font « Ah ouais, c'est Antoine », surtout au Reux, justement, quand je cours, ils sont là « Ah ouais, salut Antoine, bonne séance et tout ». Donc ça c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir de voilà, t'es dans ton footing et tu croises quelqu'un qui te reconnaît, donc ça donne toujours du baume au cœur. Et après voilà, plus globalement, je suis pas non plus reconnu tous les jours, donc voilà, je peux avoir ma vie à côté sans souci, il y a pas de paparazzi loin de là. En pensant à ces Jeux, quelles émotions ressentez-vous ? Beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur parce que voilà, c'était mes premiers Jeux et c'était aussi l'objectif de faire la meilleure performance possible. Et quand moi je vois avec du recul maintenant que j'ai quasiment accompli tous mes objectifs que je m'étais fixés sur cette période-là, je suis ultra fier de moi. Et puis d'avoir pu représenter la France en France, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est quelque chose qu'on vit qu'une seule fois tous les 100 ans. Donc je me dis que j'ai eu cette chance-là comparé à d'autres athlètes qui n'ont pas pu être sélectionnés ou même qui vont émerger dans les années à venir et qui ne pourront pas vivre des Jeux chez eux. Donc franchement, j'ai trop kiffé. Et puis ouais, c'est vraiment... c'était tellement un moment magique que voilà, y a toujours plein d'émotions qui se chamboulent et c'est parfois compliqué de mettre des mots dessus, même quasiment 2 ans après. Mais non, c'était vraiment... ce que je dirais, c'est vraiment fierté et beaucoup de bonheur. Antoine Pro, vous êtes donc médaillé des Jeux paralympiques de Paris 2024 après ces JO et ces Jeux paralympiques. Plusieurs sponsors ont arrêté d'aider des athlètes. Est-ce que ça a été le cas de votre côté et quel est votre sponsor ? Oui, ça a été le cas. Moi, j'avais plusieurs sponsors, on va dire un petit peu au niveau local, que j'ai réussi à garder après les Jeux. Et j'avais sinon un autre gros sponsor au niveau national qui était venu et qui a été un peu plus opportuniste l'année des Jeux et qui malheureusement n'a pas poursuivi son partenariat l'année après les Jeux. Après, voilà, on savait que ça allait être, on va dire, on avait bon espoir que ça ne soit pas le cas et que les entreprises et l'État restent et jouent le jeu même une fois que les Jeux étaient terminés. Et on a bien vu que ce n'était pas du tout le cas. Donc voilà, je ne suis pas le seul sportif qui est touché. Des immenses stars, que ce soit chez les valides ou même chez les paralympiques, ont perdu des sponsors aussi. Donc voilà, c'est vrai que ça faisait un peu mal au cœur de voir qu'il y avait l'élan qui s'arrêtait après les Jeux de Paris. Vous êtes étudiant en école d'ingénieur à l'INSA à Rennes et comment arrivez-vous à gérer les entraînements, les compétitions et les études en même temps ? Est-ce facile de gérer tout ça ?
Non, c'est pas facile du tout. Faut réussir à être très bien organisé vu que c'est des études qui sont très exigeantes. Moi, j'ai la chance d'avoir un aménagement d'emploi du temps à l'école. Du coup, ça me permet de libérer un peu de temps en plus pour l'emploi du temps. Donc concrètement, ça me permet de diviser mes années d'études en 2 ans. Donc là, c'est ma 5e année d'études. Normalement, j'étais censé être diplômé à la fin de l'année, mais au final, je suis qu'en 3e année à l'école. Donc, il me reste encore quelques années devant moi avant d'être diplômé. Mais voilà, c'est des études qui me plaisent. C'est challengeant et ça me permet aussi de penser à autre chose et pas de penser à athlète H24. Donc, ça permet aussi de vraiment se détacher du sport et de voir d'autres personnes aussi qui ne sont pas tout le temps dans le même domaine que moi. Comme je l'ai dit au début, vous avez choisi le para-athlétisme comme sport. Pourquoi avoir choisi cette discipline ? J'ai commencé en faisant d'autres sports. C'était pas mon premier sport. J'ai fait de la baby gym, j'ai fait du foot. Au collège, j'ai testé un peu toutes les AS qui étaient possibles. J'ai fait du badminton, j'ai fait du handball, j'ai fait de l'art du cirque et j'ai fait aussi du coup de l'athlétisme. Et c'est vraiment là, en 3e, que je me sentais le plus épanoui dans ce sport. Et donc et en particulier du coup le demi-fond, donc la course à pied. Donc c'est vraiment là où je me sentais le plus libre, où j'étais le plus à l'aise, et c'était là où je me disais là j'ai envie de m'entraîner pour faire cette discipline là. Et donc c'est comme ça que je me suis tourné vers l'athlétisme, et aussi le fait que ma mère soit une ancienne athlète de haut niveau en athlétisme et en demi-fond, ça m'a aidé à me conforter dans ce choix là. Nous sommes toujours avec Antoine Pro, médaillé de bronze de Paris 2024 et vice-champion du monde. Et c'est à quel âge du coup que vous avez commencé le para-athlétisme ? Donc j'ai pris ma première licence d'athlétisme, du coup là avec les valides, en 2018, donc quand j'étais en 3e au collège. Et à la suite de championnat de France là, j'ai découvert que le handisport ça existait. Et du coup c'est l'année d'après, en 2019, donc quand j'ai fait ma rentrée au lycée en seconde, que j'ai pris ma première licence en handisport. Et donc là maintenant ça va faire, je suis dans ma 7e année de handisport, et ça va faire vraiment 4 ans que je fais du haut niveau. Est-ce que vous vous souvenez de votre première compétition, et si oui, elle remonte à quand, et c'est un souvenir important pour vous ? Alors ma toute première compétition en handisport, c'était que je dis pas de bêtises, je crois que c'était en février 2019. Donc c'était les championnats de France indoor, et c'était à Nantes. Donc c'était mes tout premiers championnats de France en salle de para-athlétisme, et ça m'a vraiment marqué parce que voilà, c'était vraiment le tout début, c'était mes tout premiers championnats de France en handisport. Donc ça marquait vraiment le début, on va dire, de toute une nouvelle période qui allait arriver. Et en termes de performance, c'était pas une compète très fameuse parce que voilà, j'étais pas au meilleur de ma forme et tout. Mais le fait d'avoir fait une compétition avec des copains que je venais de me faire en début d'année, parce qu'on avait eu un stage régional jeune à potentiel, et du coup je m'étais fait des potes, vu que c'était la toute première fois du coup que je découvrais le handisport, et on est tous allés ensemble au championnat de France. Et les autres, ils avaient fait des médailles, moi j'avais pas fait de médaille, mais je me suis dit vas-y, c'est pas grave, c'était premier, tu vas retourner à l'entraînement. Et après j'ai fait d'autres médailles, donc c'était cool. Est-ce qu'en tant que sportif, vous avez une devise ? Moi, on va dire c'est plus un mantra que je me dis un peu tous les jours, pour que ce soit dans les moments compliqués, mais aussi dans les moments faciles. C'est que il faut travailler, mais il faut aussi être patient. Et dans tous les cas, les efforts que je vais faire à l'entraînement, même s'ils ne payent pas tout de suite, ils vont payer dans le futur. Donc c'est vraiment ça, travail, temps, et on va dire, allez, un troisième. Voilà, temps, on va dire travail, patience et passion aussi, parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, autant arrêter. Est-ce que vous avez des techniques pour rester en forme avant une compétition ? Souvent, ça, c'est du coup quelque chose qu'on voit avec notre coach. Donc moi, je sais que la semaine avant une compétition, on va diminuer la charge d'entraînement. Donc moi, je fais à peu près 100 à 110 km par semaine.
Et sur les semaines où il y a des grosses compétitions, je vais plus être aux alentours des 60. Donc on vient vraiment réduire ce volume de kilomètres à pied par semaine et du coup ça permet d'apporter de la fraîcheur et donc on va vraiment essayer de remettre un petit peu d'intensité à 3-4 jours avant la compétition et après le but c'est de faire du jus comme on dit dans le milieu et d'être le plus frais possible pour la compétition. Et puis la veille de la course, on fait juste un petit rappel d'allure et après le jour de course, normalement ça explose et on est en bonne position pour faire une bonne performance. Antoine Pro, pour vous, est-ce que le public y joue un rôle important en compétition ? Complètement. Enfin, moi, c'est pas pour ça que je le fais, mais avoir un public, je trouve, c'est vraiment ça donne un supplément d'âme. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a porté dans la dernière ligne droite au jeu. Voilà, j'ai couru dans un stade avec 70 000 spectateurs, alors que le plus gros championnat, j'avais fait un championnat du monde l'année avant. Il y avait que 5 000 spectateurs dans le stade, c'est déjà beaucoup, mais là 70 000 c'était vraiment énorme et le fait d'avoir toutes ces personnes qui me crient dessus dans la dernière ligne droite, je me dis si j'ai pas le droit de lâcher, il faut que j'aille chercher cette médaille. Et j'ai bien vu la différence avec les championnats du monde à New Delhi par exemple. Du coup en 2025 le stade était quasiment vide, il n'y avait pas de spectateurs et c'est pas pour ça que j'ai fait, je fais deuxième, donc je fais une place de mieux qu'à Paris. Mais c'est vrai que voilà, il n'y avait pas forcément ce supplément d'âme qui aide à se dépasser quand c'est très dur dans la tête et dans les jambes. Donc voilà, peut-être qu'avec le public, j'aurais pu aller chercher la première place ou pas. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'adore, pouvoir courir en ayant parfois ses proches, ça donne encore plus envie de bien faire. Mais c'est vrai que même quand il y a du public qu'on ne connaît pas forcément, ça donne une ambiance et une atmosphère avant le départ qui, des fois, peut être stressante pour des adversaires. Et moi, je sais que j'adore parce que ça me booste, en fait, et je prends toute l'énergie que me donne le public. Et à la fin, ça me fait peut-être aller un poil plus vite que les autres. Et du coup, c'est ça qui fait la différence dans le haut niveau aussi. Comme vous l'avez dit, il y avait une grosse différence de supporters, de public entre les championnats du monde et Paris 2024. Est-ce que Paris 2024 restera pour vous le public qui vous a le plus marqué ? Je pense que en termes d'émotion pure, ce sera inatteignable. Même, je pense qu'à LA, on va avoir des très beaux jeux aussi parce que les Américains sont très forts là-dessus et c'est un public qui adore le sport. Mais là, tu as un public, j'avais 99,9% du stade, je pense, qui était français. Et quand ils ont vu un Français débarquer sur la piste, ils étaient tous comme des fous. Donc, je pense que le fait d'avoir vécu ça, un public français en France, ma famille, mes amis et tout, je pense que c'est tout ça combiné. Ça fait que, en termes d'émotion et en termes de public, je ne pouvais pas mieux avoir. Dans votre carrière, vous avez sûrement dû surmonter des défis. Quels ont été les plus importants ? Là, récemment, donc l'année post-jeu, j'ai eu ma première grosse blessure qui m'a éloigné de la course à pied pendant 2 mois. Donc, j'ai eu une fracture de fatigue au niveau du pied gauche qui m'a empêché de courir pendant 2 mois et c'était vraiment une période compliquée parce que je venais de passer les meilleurs moments de ma vie au jeu. Il y a eu énormément de sollicitations après jusqu'au, on va dire, début décembre. Et après, une fois que les fêtes de fin d'année étaient passées, j'avais repris l'entraînement, j'avais déjà repris les études aussi et c'était plus du tout la même ambiance que pendant les jeux et je pense que tout ça accumulé, il y avait de la fatigue qui s'était beaucoup accumulée pendant les jeux et donc forcément le corps a trop poussé et il a tenu pendant un certain moment et début janvier il a dit stop, tu t'arrêtes, tu vas te reposer maintenant. Et donc j'ai fait 2 mois sans course à pied qui était vraiment très dur mentalement. Et je pense que c'est le plus gros défi que j'ai eu jusqu'à présent. Est-ce qu'un jour, vous avez voulu arrêter le sport à haut niveau ? Comme je l'ai dit juste avant, ce qui m'a vraiment le plus challengé récemment, c'était cette fracture de fatigue. Je me suis pas dit que je voulais arrêter et je pense que même au contraire, je me suis dit ça, je vais m'en servir pour rebondir encore et revenir encore plus fort. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'entraînements croisés. J'ai été beaucoup sur le vélo, sur l'home trainer. J'en ai beaucoup bavé.
Et voilà, j'étais là à me dire, ok, là, tout ce que je fais là, ça va payer pour la suite. Et certes, je cours pas, mais je m'entraîne différemment. Et peut-être que ça va être compliqué de revenir. Mais dans tous les cas, je vais travailler au maximum pour pouvoir revenir. Et donc, j'ai jamais pensé à arrêter. Et souvent, quand on a des moments durs, c'est des pensées qu'on peut avoir. Mais moi, pour l'instant, quand j'ai un moment dur, je me dis, ok, je vais me servir de ce moment-là pour rebondir et revenir plus fort encore. Comme je l'ai dit au début, en 2025, vous avez été sacré vice-champion du monde du 1500 mètres. Qu'a représenté cette médaille pour vous ? Ça a représenté beaucoup parce que déjà, c'était la première grosse compétition après les Jeux paralympiques de Paris. Donc ça permettait déjà un peu de se fixer par rapport au niveau mondial, de se dire est-ce que j'avais pas entre guillemets volé ma médaille à Paris. Donc le fait de faire cette médaille, ça prouvait bien que non. Voilà, j'ai fait une médaille de bronze à Paris, j'ai fait une médaille d'argent à New Delhi. Donc ça montre que je suis encore monté d'un cran et malgré une blessure qui m'a éloigné des pistes pendant 4 mois, je suis revenu en étant quasiment plus fort que ce que j'étais avant, vu que je pense que j'avais un niveau qui était similaire, voire un peu meilleur que le niveau que j'avais au jeu. Donc ça montre que même en ayant une blessure et des difficultés en début de saison, j'ai réussi à être performant le jour de la course. Et donc ça, c'était super cool parce que je me suis dit que tous les efforts que j'avais faits quand j'étais blessé et tout, ça a payé. Donc vraiment, j'étais ultra content de cette médaille et j'étais très fier de tout le travail que j'avais accompli parce que ça avait été une année qui était très dure, autant mentalement que physiquement. Donc non, franchement, j'étais ultra content. Et est-ce que cette médaille, elle vous donne encore plus envie de viser l'or dans les prochaines compétitions ? Et évidemment, là, j'ai le bronze et l'argent, donc il en manque qu'une seule pour compléter la collection. Et c'est vrai que je m'étais dit, si je peux sauter l'étape de l'argent et avoir directement l'or, ça aurait été sympa aussi. Mais voilà, le sort en a voulu autrement. Et donc, j'ai fait le bronze, j'ai fait l'argent et maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'or. Donc, on ne sait pas encore les grosses échéances internationales. Normalement, il y aura d'autres championnats du monde en 2027. Forcément, les Jeux en 2028. Et cette année, on ne sait pas encore s'il y aura des championnats d'Europe. Mais s'il y a des championnats d'Europe, l'objectif, ce sera de viser l'or aux Europes. Pour le moment, est-ce que dans votre carrière, vous avez eu un moment préféré et pourquoi ? Le moment préféré de ma carrière, c'est la course aux Jeux. C'est une réponse qui est assez facile. Mais c'est vrai que le moment était tellement fou et il y a eu tellement de partage aussi avec ma famille et mes proches, mes amis que forcément c'est un moment qui va me marquer pour le restant de ma carrière sportive, mais aussi de ma vie en tant qu'être humain parce que c'est des émotions qu'on a rarement. Je pense que c'est un moment qui restera peut-être toute ma vie dans le top 3 des meilleurs moments de ma vie. Donc pour l'instant, c'est quasiment, je pense, mon top 1 des meilleurs moments de ma vie. Donc, c'est celui-là que je retiens. Quels sont vos prochains objectifs ? Cette année, donc, comme j'ai dit, on ne sait pas encore s'il y a des championnats d'Europe. Donc, l'objectif, ça va être peut-être un peu plus orienté vers le chrono. Mon record, c'est 3 minutes 51 37 du coup, au 1500 mètres. Donc, l'objectif, ça va être de descendre en dessous des 3 minutes 50, donc de battre mon record. Donc c'est synonyme aussi de battre le record de France. Et pourquoi pas de se rapprocher aussi du record d'Europe et peut-être du record du monde. Le record du monde, c'est 3 minutes 46. Donc si je fais moins de 3,50, je serai plus très loin du record du monde aussi. Donc ça va vraiment être l'objectif de descendre ce chrono sur 1500 et se tester sur d'autres disciplines aussi. Pourquoi pas faire un bon 800 et un bon 3000 aussi. Aller chercher ces chronos-là, ça pourrait être intéressant aussi. Est-ce que vous attendez avec impatience LA 2028 ? Ouais, c'est vraiment un objectif. Je trouve que là, déjà, ça fait quasiment 2 ans qu'on a fini Paris 2024. Ça s'est passé super vite. Donc, je me dis que les 2 prochaines années vont passer aussi super vite pour préparer LA. J'ai vraiment hâte parce que je sais que j'ai progressé déjà depuis Paris 2024. Donc, j'ai vraiment hâte de voir quelle forme j'aurai à LA. Et puis, forcément, ça va être de chercher un meilleur résultat aussi que ce qu'il y a eu à Paris 2024. Donc, non, vrai, j'ai vraiment hâte. Et puis,
mon objectif, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher cette médaille d'or à LA. Donc forcément, c'est quelque chose que j'attends énormément. Pour finir, pour les personnes qui souhaitent faire du sport ou du parasport, quels conseils ou mots leur donnerez-vous ? Ce que je conseillerais, c'est déjà d'être bien entouré, donc que ce soit l'entourage proche ou même plus éloigné. Il faut vraiment avoir un entourage qui encourage, que ce soit une pratique compétitive ou pas, ou juste une pratique loisir. Le but, c'est d'être épanoui et de kiffer ce qu'on fait. Moi, j'ai commencé, je faisais pas tout de suite de la compétition. J'ai d'abord commencé juste pour kiffer avec mes potes. Et puis après, au fur et à mesure, forcément, je me suis un peu orienté vers la compétition parce que j'aime ça aussi. Mais voilà, on peut faire aussi bien une pratique loisir qu'une pratique compétitive. Et ce que je dirais aussi, c'est qu'il faut vraiment s'accrocher parce que des fois, les résultats, ils viennent pas tout de suite. Donc, il faut pas abandonner directement. Il faut vraiment s'accrocher et se dire que ça va payer dans le futur. Donc, c'est ça qui est important. Et puis, je parle de rêve, mais voilà, il faut pas abandonner ses rêves au premier échec. Il faut vraiment perdurer. Et puis, si ça n'a pas marché en faisant de cette manière-là, on essaye une autre manière. Et puis, en fonctionnant comme ça, souvent, on arrive toujours à notre objectif. Donc, moi, c'est ma manière de procéder. Je dis pas que c'est la bonne manière, mais ça vaut le coup d'essayer. Merci Antoine d'avoir répondu à ma question et d'avoir été avec nous sur Radio Laser. Bonne continuation dans votre carrière. Au revoir. Merci à vous. C'est la fin de ce podcast. C'était Lana sur Radio Laser. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast.